Cette fille que vous voyez là, elle n'a pas touché une seule goutte d'eau sur son corps pendant 365 jours. Pas de douche, pas de bain, rien. Pourquoi? Pour de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle venait de signer un pacte avec quelque chose de bien plus sombre qu'elle ne l'imaginait. Son histoire va vous glacer le sang. Et si vous pensez connaître les limites de l'horreur, détrompez-vous. Restez jusqu'à la fin, car la vérité dépasse toute fiction. Bonsoir mes chers abonnés, et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur les histoires les plus troublantes de notre époque. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un témoignage qui remet en question tout ce que nous croyons savoir sur les sacrifices que certaines personnes sont prêtes à faire pour l'argent et la célébrité. Cette histoire n'est pas pour les âmes sensibles. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous devriez peut-être le faire maintenant, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre vision des réseaux sociaux à jamais. Activez la cloche, car les histoires comme celle-ci ne se racontent pas tous les jours. Dans les quartiers populaires de Lagos, là où l'espoir se mélange à la poussière des routes défoncées, vivait une jeune fille nommée Amara. Sa famille survivait avec moins de 2 dollars par jour. Son père travaillait dans les champs du matin au soir, ses mains calleuses témoignant de décennies de labeur. Sa mère vendait des légumes au marché local, comptant chaque naira comme si c'était de l'or. Malgré leurs efforts acharnés, ils n'arrivaient jamais à joindre les deux bouts. Amara portait les mêmes vêtements depuis des mois. Ses chaussures étaient trouées, réparées avec du carton et du scotch. À l'école, les autres élèves la regardaient avec un mélange de pitié et de mépris. « Regarde-la », chuchotait-il. « Elle sent toujours la même chose. » Ces mots transperçaient son cœur comme des lames. Elle rentrait chez elle en larmes, mais ne disait rien à ses parents. Elle savait qu'il se sacrifiait déjà assez pour elle. Le soir, allongée sur son matelas usé, elle regardait le plafond fissuré et rêvait d'une autre vie. Un jour, en parcourant Instagram sur le vieux téléphone cassé de son amie, Amara découvrit un monde qui la fascina instantanément. Des filles de son âge, parfaitement maquillées, portant des robes qui coûtaient plus que le salaire annuel de ses parents. Elles souriaient dans des voitures de luxe, posaient devant des maisons comme des palais. Comment font-elles? Se demandait-elle, hypnotisée par ces images. Ces filles avaient l'air si heureuses, si parfaites, si riches. Elle commença à les suivre religieusement, étudiant chacune de leurs photos, mémorisant leurs poses, leurs expressions. C'est alors qu'Amara rencontra Kemi, une fille de sa classe issue d'une famille de classe moyenne. Kemi avait toujours les dernières tendances. Ses cheveux étaient toujours parfaits, ses ongles toujours manucurés. Elle parlait des réseaux sociaux, comme si c'était sa seconde nature. « Tu veux devenir comme ces filles ?» lui demanda un jour Kemi avec un sourire en coin. « Je peux t'aider. » Amara hocha la tête avec empressement, ne se rendant pas compte qu'elle venait de faire le premier pas vers un piège mortel. Kemi lui prêta des vêtements, du maquillage, une perruque lisse et brillante. « Fais comme si tout ça t'appartenait », lui conseilla-t-elle. Amara se transforma complètement. Elle posa devant des restaurants chics, des voitures luxueuses garées dans la rue, des boutiques huppées. Avec chaque photo, elle inventait une nouvelle version d'elle-même. Sur Instagram, elle était riche, populaire, enviée. En réalité, elle rentrait toujours dans sa petite maison au toit qui fuyait, dormait sur le même matelas inconfortable. Les compliments affluaient sous ses photos. « Tu es magnifique. Où achètes-tu tes vêtements? Tu vis où exactement ?» Amara savourait chaque mot, chaque like, chaque commentaire. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait importante. Elle avait trouvé sa drogue, l'attention virtuelle. Mais comme toute drogue, celle-ci allait bientôt réclamer son prix. Un prix qu'elle n'était pas préparée à payer. Ses parents commencèrent à remarquer qu'elle passait de plus en plus de temps sur son téléphone. « Amara, tu négliges tes études ?» lui disait sa mère avec inquiétude. Mais Amara n'écoutait plus. Elle était obsédée par son image en ligne, par les chiffres qui grimpaient, par cette sensation grisante d'être admirée. Elle ne réalisait pas qu'elle était en train de construire une façade fragile qui pourrait s'effondrer à tout moment. Un soir, alors qu'elle scrollait sur Instagram, un message privé apparut. L'expéditeur avait un profil vérifié, des milliers d'abonnés, des photos dans des lieux paradisiaques. « Salut beauté !» disait le message. « J'ai vu tes photos. Tu es exactement ce que je cherche.
Amara sentit son cœur s'accélérer. Enfin, quelqu'un d'important l'avait remarqué. Quelqu'un qui pourrait peut-être changer sa vie. Elle ne savait pas qu'elle venait de recevoir une invitation personnelle en enfer. L'homme se présentait sous le nom de Chief Adebayo. Ses photos le montraient entouré de luxe. Voitures de sport, villas somptueuses, bijoux étincelants. Il prétendait être un homme d'affaires prospère, philanthrope à ses heures perdues. « Je aide les jeunes talents à percer », écrivait-il. « Tu as du potentiel. Veux-tu que nous discutions ?» Amara accepta sans hésitation. Comment aurait-elle pu refuser une telle opportunité? Dans sa naïveté, elle pensait avoir trouvé son ticket de sortie de la pauvreté. Les conversations se multiplièrent. Chief Adebayo était charmant, attentionné, généreux en compliments. Il lui parlait de rêves, d'ambition, d'un avenir radieux qui l'attendait. « Tu mérites mieux que ce que tu as », lui disait-il. « Je peux t'offrir la vie dont tu rêves. » Amara buvait ses paroles comme une assoiffée. Enfin, quelqu'un comprenait ses aspirations. Quelqu'un voyait en elle ce qu'elle-même espérait devenir. Elle était prête à tout pour saisir cette chance, absolument tout. Si vous commencez à ressentir un malaise, c'est normal. Cette histoire va devenir bien plus sombre. Ceux qui osent de continuer jusqu'au bout, abonnez-vous maintenant. Chief Adebayo invita Amara dans sa résidence. L'adresse qu'il lui envoya la mena vers l'un des quartiers les plus huppés de Lagos. Des grilles dorées, des jardins impeccables, des voitures qui coûtaient plus cher que sa maison. Quand elle arriva devant le portail, elle dut se pincer pour être sûre qu'elle ne rêvait pas. Un garde la fit entrer avec respect. « Mademoiselle Amara, Chief vous attend », dit-il en s'inclinant légèrement. Cette déférence la grisa instantanément. Elle avait l'impression d'être une princesse. La villa était à couper le souffle. Des marbres italiens, des lustres en cristal, des œuvres d'art qui semblaient valoir une fortune. Amara avançait les yeux écarquillés, essayant d'absorber chaque détail. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» Une voix grave résonna dans le hall. Chief Adebayo descendait un escalier majestueux, vêtu d'un costume sur mesure qui épousait parfaitement sa silhouette imposante. Ses chaussures en cuir brillaient, sa montre en or captait la lumière. Il rayonnait d'une assurance qui imposait le respect. « Bienvenue chez moi, ma chère », dit-il en lui tendant la main. Sa poignée était ferme, chaleureuse. Ses yeux pétillaient d'une gentillesse qui semblait sincère. « Tu es encore plus belle en vrai. » Amara rougit, flattée par le compliment. Il l'invita à s'asseoir dans un salon somptueux, lui offrit des mets raffinés qu'elle n'avait jamais goûtés. « Mange, ma chérie. Il faut que tu reprennes des forces. » Il la regardait avec une attention bienveillante qui la mettait en confiance. Pendant qu'ils discutaient, Chief Adebayo lui posa des questions personnelles. Sur sa famille, ses rêves, ses frustrations. Amara se livra sans retenue, heureuse d'avoir enfin un confident qui semblait la comprendre. « Tu sais, dit-il après l'avoir écoutée attentivement, j'ai un don pour repérer les diamants bruts. Et toi, tu en es un. » Il se leva, fit quelques pas, puis se retourna vers elle avec un sourire mystérieux. « J'ai une proposition à te faire. Une proposition qui pourrait changer ta vie à jamais. » Il sortit un sac en velours noir et le posa délicatement sur la table. L'ouvrant lentement, il révéla des liasses de billets neufs. L'argent sentait l'encre fraîche. « Voici un petit avant-goût, » dit-il calmement. 50 000 nairas pour commencer. Amara n'en croyait pas ses yeux. Plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu. « C'est pour moi ?» balbutia-t-elle. « Bien sûr, ma belle. Tu le mérites. » Il referma le sac et le poussa vers elle. « Prends-le. Achète-toi de beaux vêtements, loue un appartement décent. Tu ne mérites pas de vivre dans la pauvreté. » Mais alors qu'Amara tendait la main vers l'argent, Chief Adebayo l'arrêta doucement. « Attends, » dit-il avec un sourire énigmatique. « Il y a une petite condition. » Le cœur d'Amara se serra légèrement. « Une condition ? » « Rien de compliqué, rassure-toi. Juste un petit défi. Un test de détermination. » Il s'assit en face d'elle, croisa les jambes, prit une pause décontractée. « Si tu veux vraiment changer de vie, il faut que tu prouves que tu es prête à sortir de ta zone de confort. »« Quel genre de défi ?» demanda Amara, la curiosité l'emportant sur l'appréhension. Chief Adebayo sourit plus largement. « Tu dois vivre différemment pendant 1 an. Abandonner certaines habitudes occidentales qui te polluent l'esprit.
Il marqua une pause, observant sa réaction. Nos ancêtres africains étaient forts, purs, connectés à la nature. Ils n'avaient pas besoin de ces produits chimiques que les Blancs nous ont imposés. Amara fronça les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. Concrètement, continua-t-il, tu dois arrêter de te laver avec du savon et de l'eau pendant 12 mois. Retour aux sources, aux vraies valeurs. Le silence qui suivit fut pesant. Amara le regarda, incrédule. Ne pas me laver? Pendant 1 an? Exactement. En échange, je te donnerai 2 millions de Naira à la fin. De quoi démarrer une nouvelle vie dans n'importe quel pays. Il se pencha vers elle. Penses-y. 2 millions pour un petit sacrifice d'hygiène. Nos grands-mères vivaient comme ça, et elles étaient magnifiques. Amara sentit son monde basculer. D'un côté, une somme astronomique qui résoudrait tous ses problèmes. De l'autre, une proposition qui défiant toute logique. Mais les gens vont remarquer. L'odeur, la saleté. Chief Adebayo balaya ses objections d'un geste désinvolte. Tu utiliseras des parfums, des poudres naturelles. Et puis, qui te connaît vraiment ici? Tu recommences à zéro, avec un nouveau look, une nouvelle identité. Il sortit un téléphone dernier cri de sa poche. Et voici ton premier cadeau, pour documenter ta transformation. Tu vas devenir célèbre, ma chérie. L'offre était tentante, dangereusement tentante. Amara imaginait déjà sa nouvelle vie, l'appartement luxueux, les vêtements de marque, les voyages. Fini la pauvreté, fini la honte. Et si je refuse? Demanda-t-elle faiblement. Chief Adebayo haussa les épaules. Tu retournes à ta petite vie. Tes parents continueront à se tuer au travail pour quelques naira. Toi, tu finiras probablement comme elle, pauvre, invisible, oublié. Ces mots frappèrent Amara comme des gifles. Il avait touché dans le mille. Sa peur la plus profonde, l'invisibilité permanente. Les abonnés le savent déjà. Ce qui va suivre dépasse l'entendement. Si vous n'êtes pas encore des nôtres, il est encore temps. Amara signa le contrat sans le lire entièrement. Les termes juridiques l'effrayaient, mais l'appât de l'argent était plus fort. Chief Adebayo lui remit les clés d'un appartement dans un quartier résidentiel. « Ton nouveau foyer », dit-il avec satisfaction. « Tu y trouveras tout ce dont tu as besoin pour commencer. » L'appartement était meublé avec goût, équipé de caméras de sécurité qu'il présenta comme une protection. « Pour veiller sur toi », expliqua-t-il. En réalité, il voulait s'assurer qu'elle respecterait sa part du marché. Les premiers jours furent étonnamment faciles. Amara se contentait de se parfumer généreusement, de changer de vêtements régulièrement. Elle avait l'impression de jouer un rôle dans un film bizarre. Ses nouvelles colocataires, Tolu et Busy, étaient des filles joviales qui l'accueillirent chaleureusement. « Tu sens bon », lui dit Tolu le premier soir. « Quel parfum utilises-tu » Amara sourit, fière de son stratagème. Si seulement elle savait qu'elle cachait l'absence totale d'hygiène sous des litres de fragrance. Au bout d'une semaine, elle commença à poster ses nouvelles photos sur Instagram. Sa transformation était saisissante. Vêtements de créateur, maquillage professionnel, coiffure élaborée. Les compliments pleuvaient. « Tu as changé de niveau !»« Qui t'a relooké ?»« Tu es devenue une vraie reine !» Chaque notification dopait son ego. Elle avait l'impression d'avoir enfin trouvé sa place dans le monde. Ses abonnés grimpaient en flèche. De 200, elle passa à 2000, puis 20 000. La célébrité qu'elle convoitait était à portée de main. Mais après le premier mois, les choses commencèrent à se compliquer. Malgré les parfums et les déodorants, une odeur persistante s'installait. Amara attribuait cela à la période d'adaptation. « Mon corps s'habitue », se disait-elle. Elle doubla les doses de parfum, changea de marque, expérimenta avec des huiles essentielles. Rien n'y faisait. L'odeur devenait plus présente, plus particulière. Ses colocataires commencèrent à poser des questions détournées. « Tu as changé de parfum? Tu te sens bien ces temps-ci » Le 3e mois fut un calvaire. Sa peau commença à réagir violemment au manque d'hygiène. Des plaques rouges apparurent sur ses bras, son cou. Ça la démangeait constamment. Elle se grattait jusqu'au sang, laissant des marques qui ne guérissaient pas correctement sans nettoyage approprié. Ses cheveux, qu'elle cachait sous des perruques coûteuses, devenaient gras et emmêlés. Elle développa des pellicules si importantes qu'elle devait aspirer son lit chaque matin. L'horreur prenait une tournure très concrète. Tolu et Busy devinrent de plus en plus distantes.
Elles ouvrirent les fenêtres quand Amara entrait dans une pièce, trouvèrent des prétextes pour ne pas rester dans la même espace qu'elle. Amara, finit par dire Tolu un soir, « Il faut qu'on parle. » Elle s'assit face à elle, visiblement gênée. « Il y a une odeur, constante. On ne sait pas comment te dire ça sans te blesser. » Amara sentit sa gorge se serrer. « Quelle odeur !» mentit-elle. « Tu le sais très bien, » répondit Tolu doucement. « Prends soin de toi, s'il te plaît. » Au 4e mois, Amara était devenue un paria dans son propre appartement. Ses colocataires évitaient sa présence, mangeaient dans leur chambre, sortaient dès qu'elle arrivait. L'isolement social qu'elle avait connu dans son enfance revenait en force. Mais cette fois, c'était sa faute. Elle avait choisi cette situation. Cette réalisation la frappa de plein fouet. Elle passa des nuits entières à pleurer, questionnant ses choix. Mais l'argent promis la motivait encore. Plus que 8 mois, se répétait-elle comme un mantra. La situation empira dramatiquement au 6e mois. Son corps était maintenant dans un état critique. Des infections cutanées s'étaient développées dans les zones les plus sensibles. Elle avait des champignons entre les orteils, des irritations dans l'intimité qui la faisaient souffrir atrocement. Sa bouche développa une haleine si pestilentielle qu'elle n'osait plus parler de près avec personne. Manger devenait un supplice. Dormir, un cauchemar permanent. Elle vivait dans son propre enfer corporel. Chief Adebayo lui rendait visite régulièrement, toujours impeccable, toujours souriant. « Comment va ma championne ?» demandait-il avec une fausse bienveillance. Il observait sa dégradation avec une satisfaction mal dissimulée. « Tu tiens le coup admirablement. Nos ancêtres seraient fiers de toi. » Amara, affaiblie physiquement et moralement, ne trouvait plus la force de protester. Elle acquiesçait faiblement, comptant les jours qui la séparaient de sa libération. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Chief Adebayo comptait également. Mais lui, il comptait les jours qui le séparaient de l'aboutissement de son rituel maléfique. Au 7e mois, ses colocataires craquèrent définitivement. « On ne peut plus vivre comme ça », déclara Busy en pleurs. « Amara, on t'aime bien, mais c'est devenu insupportable. » Elles firent leurs valises le soir même. Amara se retrouva seule dans l'appartement, avec pour seule compagnie l'odeur putride qui émanait de son corps malade. L'isolement était total. Elle n'osait plus sortir de chez elle, terrifiée par les regards et les commentaires. Sa prison dorée s'était transformée en tombeau. Ceux qui ont tenu jusqu'ici connaissent le véritable visage de l'horreur. Activez les notifications si vous voulez comprendre pourquoi cette histoire fait trembler l'Afrique entière. Le 8e mois apporta une révélation qui changea tout. Amara reçut un appel d'un numéro masqué. Une voix féminine faible, presque mourante, se fit entendre. « Amara, je m'appelle Grace. J'ai fait le même défi que toi. » Le sang d'Amara se figea. « Quel défi ? Ne fais pas l'innocente. » Chief Adebayo. « Un an sans se laver. Je n'ai pas survécu. » La voix se brisa. « Je vais mourir. Mon corps lâche. Mais avant de partir, je voulais te prévenir. Ce n'est pas un simple défi. C'est un rituel. » Grace lui expliqua l'horrible vérité entre 2 quintes de tout. Chief Adebayo était un sorcier qui utilisait de jeunes femmes pour des rituels de pouvoir. Plus elles souffraient, plus elles se dégradaient physiquement et moralement. Plus il gagnait en influence et en richesse. « Il nous filme en permanence », révéla Grace. « Il utilise notre déchéance pour alimenter ses sorts. » Amara repensa aux caméras de sécurité qu'elle avait naïvement acceptées. « Il y en a d'autres ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Nous sommes des dizaines. Certaines sont mortes. D'autres ont perdu la raison. » Cette nuit-là, Amara fouilla frénétiquement l'appartement. Elle découvrit des caméras cachées partout, dans les prises électriques, derrière les miroirs, même dans la salle de bain. Chief Adebayo avait filmé chaque moment de sa dégradation, chaque instant de souffrance, chaque larme versée. Elle comprit avec horreur que sa misère nourrissait littéralement la puissance de cet homme. Elle n'était pas une participante à un défi, mais une victime sacrifiée sur l'autel de l'ambition démoniaque d'un manipulateur. Le lendemain, elle tenta de contacter Grace pour en apprendre davantage, mais le numéro ne répondait plus. Une recherche Google lui apprit la vérité. Grace Okafor, 23 ans, retrouvée morte dans son appartement, cause officielle du décès,
complications liées à une hygiène défaillante. Les autorités avaient classé l'affaire comme un suicide, par négligence personnelle. Amara réalisa qu'elle était probablement la prochaine sur la liste. Son nom dans les journaux, sa mort attribuée à sa propre folie. Personne ne ferait le lien avec Chief Adebayo. Paniquée, elle essaya de rompre le contrat. Elle appela Chief Adebayo, lui expliqua qu'elle abandonnerait, qu'elle ne pouvait pas continuer. Sa réaction fut glaciale. « Ma chère Amara, dit-il avec une fausse douceur, un contrat est un contrat. Tu as déjà pris l'argent, profité de l'appartement. Si tu abandonnes maintenant, tu me dois des dommages et intérêts. Disons 5 millions de Naira. » La somme était astronomique, impossible à rembourser pour elle. Et puis, ajouta-t-il avec un rire sinistre, qui te dit que tu peux arrêter? Ton corps est habitué maintenant. Le processus a commencé. Ces mots la terrifiaient plus que tout. Quel processus? Tu verras bien, répondit-il avant de raccrocher. Cette nuit-là, Amara remarqua quelque chose d'étrange. Malgré sa volonté de se laver, son corps semblait rejeter l'eau. Quand elle tentait de prendre une douche, elle ressentait des douleurs atroces, comme si l'eau était de l'acide. Sa peau était devenue si sensible que même l'eau tiède la brûlait. Elle comprit avec effroi que Chief Adebayo avait raison. Quelque chose en elle avait changé de manière irréversible. Au 9e mois, son état mental commença à se détériorer. Elle parlait toute seule, voyait des ombres dans les coins de l'appartement. Ses nuits étaient peuplées de cauchemars où Chief Adebayo apparaissait entouré de flammes, riant de sa déchéance. Elle développa des tics nerveux, se grattait compulsivement jusqu'à s'écorcher. Ses ongles étaient maintenant si longs et sales qu'ils ressemblaient à des cerfs. Elle ressemblait plus à une créature qu'à un être humain. L'objectif de Chief Adebayo était en train de se réaliser. La déshumaniser complètement. Un jour, en fouillant sur Internet, elle tomba sur un forum secret où d'autres victimes témoignaient. Elles racontaient toutes la même histoire. Un homme riche, un défi apparemment simple, une dégradation progressive, et pour finir, la mort ou la folie. « Il se nourrit de notre énergie vitale », écrivait l'une d'elles. « Plus nous souffrons, plus il devient puissant. Nous sommes ses piles humaines. » Amara découvrit qu'elle faisait partie d'un réseau de victimes soigneusement sélectionnées. Toutes jeunes, pauvres, désespérées, faciles à manipuler. Le 10e mois, elle reçut un autre appel. Cette fois, c'était une ancienne victime qui avait survécu. « Je m'appelle Funmi », dit la voix. « J'ai réussi à m'échapper, mais pas sans séquelles. » Elle expliqua à Amara qu'il existait un moyen de briser le rituel, mais que c'était dangereux. « Il faut que tu exposes publiquement ce qu'il fait, que tu révèles la vérité au monde entier. C'est le seul moyen de retourner sa propre magie contre lui. » Funmi lui donna des noms, des adresses, des preuves. « Rassemble tout. Filme ton témoignage. Et prépare-toi à une guerre psychologique. » Amara comprit qu'elle n'avait plus le choix. C'était sa vie ou celle de Chief Adebayo. Elle ne pouvait pas laisser d'autres filles subir le même sort. Malgré son état pitoyable, malgré sa faiblesse physique et mentale, elle trouva en elle une force qu'elle ne se connaissait pas. La rage. La rage pure d'avoir été manipulée, utilisée, détruite pour le plaisir sadique d'un monstre. Cette rage allait devenir son arme la plus puissante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous méritez de connaître la fin. Une fin qui prouvera que parfois, la justice divine existe vraiment. Le 11e mois marqua le début de la contre-attaque d'Amara. Rassemblant ses dernières forces, elle commença à documenter méticuleusement les crimes de Chief Adebayo. Elle contacta les familles des victimes décédées, recueillit leurs témoignages, rassembla les preuves. Chaque appel était un déchirement, chaque histoire une confirmation de l'ampleur de l'horreur. Chief Adebayo avait détruit des dizaines de vies, peut-être des centaines. Son empire du mal s'étendait sur plusieurs pays africains. Malgré son état physique déplorable, Amara retrouva une détermination farouche. Elle se filma dans son appartement, révélant son visage ravagé, son corps malade, l'odeur pestilentielle qui l'accompagnait partout. « Regardez ce qu'il a fait de moi !» dit-elle à la caméra, la voix brisée mais ferme. « Regardez jusqu'où va sa cruauté. » Son témoignage était poignant, authentique, impossible à ignorer. Elle montra les contrats, les photos d'avant,
Les messages de Chief Adebayo, les caméras cachées qu'elle avait démantelées. La vidéo fut mise en ligne sur toutes les plateformes possibles. L'impact fut immédiat et foudroyant. En quelques heures, elle était devenue virale. Les médias africains s'emparèrent de l'affaire. Le scandale Chief Adebayo, le rituel de l'hygiène mortelle, ses filles sacrifiées pour le pouvoir. L'homme qui se croyait intouchable se retrouvait exposé à la face du monde. Son numéro de téléphone fut divulgué, son adresse révélée. La colère populaire se déchaîna contre lui. Mais Chief Adebayo ne resta pas inactif. Il lança une campagne de diffamation contre Amara, prétendant qu'elle était une mythomane en quête de célébrité. Il mobilisa ses relations, ses avocats, ses sbires. Des menaces de mort commencèrent à pleuvoir sur Amara. « Tu vas le payer cher », lui promettait-on au téléphone. « On va te retrouver. » Mais Amara n'avait plus peur. Elle avait déjà tout perdu. Sa santé, sa beauté, sa dignité. Il ne restait plus qu'une chose à perdre, sa vie. Et elle était prête à la sacrifier pour la vérité. D'autres victimes commencèrent à sortir de l'ombre, encouragées par le courage d'Amara. Une par une, elles témoignèrent. Kemi, son ancienne amie, révéla qu'elle recevait de l'argent de Chief Adebayo pour lui envoyer des filles vulnérables. « J'ai honte », avoua-t-elle en pleurs à la télévision. « Je ne savais pas qu'il les torturait. » Les témoignages s'accumulaient, formant un dossier accablant contre le sorcier. L'étau se resserrait autour de lui, inexorablement. Ce que Chief Adebayo n'avait pas prévu, c'est que sa propre magie se retournerait contre lui. En exposant ses crimes au grand jour, Amara avait brisé le secret qui protégeait ses rituels. Dans la tradition africaine, les maléfices perdent leur pouvoir quand ils sont révélés publiquement. Le mal qu'il avait semé pendant des années commença à refluer vers lui comme un boomerang spirituel. Il ressentit les premiers symptômes lors d'une interview télévisée où il niait les accusations. En plein direct, Chief Adebayo se mit à balbutier, puis à délirer. « Les esprits, ils me parlent, ils sont en colère. » Il se gratta frénétiquement le visage, laissant des marques sanglantes. Ses vêtements coûteux se déchiraient sous ses ongles devenus griffes. L'animateur, horrifié, coupa l'antenne. Mais les images avaient été diffusées. Le puissant Chief Adebayo, l'homme qui se prétendait maître des esprits, sombrait dans la folie en direct. Sa chute spectaculaire fit le tour du monde. Les jours suivants furent catastrophiques pour lui. Ses entreprises s'effondrèrent, ses comptes bancaires furent gelés, ses propriétés saisies. Mais surtout, il développa les mêmes symptômes que ses victimes. Son corps commença à sentir mauvais malgré ses douches répétées. Sa peau se couvrit de plaques purulentes. Ses cheveux tombaient par touffes. Le mal qu'il avait infligé aux autres s'abattait sur lui avec une violence décuplée. Les esprits qu'il avait manipulés réclamaient leur dû. Au 12e mois, exactement 1 an après le début de son calvaire, Amara prit sa première vraie douche. L'eau coula sur son corps meurtri, comme une bénédiction. Pour la première fois depuis des mois, elle ne ressentit aucune douleur au contact de l'eau. Le rituel était brisé. Elle était libre, mais marquée à vie. Son corps gardait les cicatrices de cette année d'enfer. Des taches sur la peau, une odeur résiduelle, des problèmes de santé permanents. Mais elle était vivante. Et surtout, elle avait vaincu son bourreau. Chief Adebayo, lui, termina dans un hôpital psychiatrique. Complètement fou, il passait ses journées à se gratter jusqu'au sang en répétant « Pardonnez-moi, je ne savais pas. » Les esprits sont en colère. Les médecins ne comprenaient pas sa maladie. Aucun traitement ne fonctionnait. Son corps se décomposait lentement, comme s'il payait pour chaque jour de souffrance qu'il avait infligé à ses victimes. La justice divine s'accomplissait d'elle-même, sans tribunal ni jugement humain. Amara utilisa l'argent qu'elle avait gagné pour créer une association d'aide aux victimes de manipulations sectaires. Elle parcourut l'Afrique pour témoigner, pour éduquer, pour prévenir. Son visage abîmé, son corps marqué, devenaient des outils de sensibilisation. « Regardez-moi », disait-elle aux jeunes filles tentées par l'argent facile. « Regardez le prix que j'ai payé pour ma naïveté. » Son message était simple mais puissant. Rien n'est jamais gratuit, surtout pas la richesse promise par des inconnus. Des années plus tard, Amara avait reconstruit sa vie. Pas complètement. Les séquelles physiques et psychologiques demeuraient.
Mais elle avait trouvé un sens à sa souffrance. Elle était devenue une voix pour les victimes, une lumière pour celles qui traversaient l'obscurité. Ses parents, qui l'avaient soutenue malgré tout, étaient fiers de la femme qu'elle était devenue. Non pas pour sa beauté ou sa richesse, mais pour son courage et sa résilience. L'histoire d'Amara devint légendaire en Afrique. Elle circula de bouche à oreille, de village en ville, d'une génération à l'autre. Les mères la racontèrent à leurs filles comme un avertissement. Les griots l'intégrèrent dans leurs récits traditionnels. Chief Adebayo, lui, mourut dans l'oubli et la démence, abandonné de tous. Son empire s'était écroulé. Ses complices avaient fui. Ses richesses avaient fondu comme neige au soleil. Il ne restait de lui qu'un nom maudit et le souvenir de ses crimes. Cette histoire nous enseigne que l'appât du gain peut nous mener aux pires compromissions. Que derrière chaque proposition trop belle pour être vraie, se cache souvent un piège mortel. Elle nous rappelle aussi que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en dignité, en santé, en relations authentiques. Et surtout, elle prouve que même dans les situations les plus désespérées, il reste toujours un espoir de rédemption pour celui qui trouve le courage de se battre. Voilà, mes chers abonnés, l'histoire terrifiante d'Amara et de Chief Adebayo. Une histoire qui nous rappelle que dans ce monde de réseaux sociaux et d'apparence, les prédateurs utilisent nos rêves contre nous. Ils exploitent notre désir légitime d'une vie meilleure pour nous entraîner dans leurs rituels démoniaques. Si cette histoire vous a marqué, si elle vous a fait réfléchir sur les dangers qui nous entourent, alors partagez-la. Partagez-la avec vos sœurs, vos filles, vos amis. Car chaque partage peut sauver une vie. Chaque vue peut empêcher une tragédie. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez les notifications car nous avons encore tant d'histoires à vous révéler. Des histoires qui dérangent, qui questionnent, qui éveillent les consciences. Car c'est notre mission. Vous tenir informés des réalités cachées de notre monde. Et vous, avez-vous déjà été confronté à ce genre de propositions suspectes? Avez-vous des histoires similaires à partager? Écrivez-nous en commentaire. Votre témoignage pourrait sauver quelqu'un. À bientôt pour une nouvelle enquête dans les méandres les plus sombres de l'âme humaine. Prenez soin de vous. Et surtout, méfiez-vous des promesses trop belles pour être vraies.